On a souvent un peu un espèce de petit sentiment d'infériorité en tant qu'Européens. On a toujours l'impression qu'en Asie ou aux États-Unis, ils sont plus gros, plus puissants, plus forts que nous. En termes océaniques et de pêche, il ne faut pas oublier que l'Europe est quand même un gros acteur. Donc je le disais, France, deuxième territoire maritime au monde, c'est gigantesque. Il y a toute une série de pays européens aussi qui ont des grosses flottes. Par exemple, le plus grand chalutier pélagique du monde, il est hollandais. C'est la Leni Silenas, plus de 145 mètres de long. Donc ça, c'est une puissance aussi gigantesque. Et l'Union européenne aussi, c'est le plus grand importateur de produits de la mer. Ça va, Raph? Parfait, trop bien. Je suis trop content de t'accueillir. Ça fait un moment qu'on se connaît via, mais je suis très content de t'accueillir. À fond, mais merci à toi pour l'invitation, trop content d'être là. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu es lobbyiste chez Bloom. Tu as surtout un background dans le droit, en fait, finalement. Ouais. Et tu as un sacré parcours. Et j'aimerais bien que tu nous expliques un peu plus tout ça, parce que j'ai trouvé ton parcours et inspirant et intéressant, parce que les océans, c'est une thématique dont, pour moi, on parle vraiment pas assez. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ton parcours et puis surtout d'où est venue cette passion, finalement, pour les océans? Ouais. Alors du coup, effectivement, moi je suis juriste de formation, donc j'ai un master en droit. J'ai commencé à travailler comme avocat pendant un peu moins de 5 ans dans une grosse structure qui faisait du droit immobilier, enfin qui faisait plein de trucs, mais moi j'étais dans la partie droit immobilier. Donc a priori absolument rien à voir avec les océans. J'ai démissionné début 2024 et suite à ça j'ai pris un gros break, 8-9 mois de break. En fait j'ai démissionné parce que je savais que je voulais plus faire ça, mais je savais pas vers quoi je voulais me rediriger exactement. Je savais que je voulais partir vers quelque chose qui avait plus de sens, je savais que je voulais partir vers quelque chose plus axé sur la protection de l'environnement, mais quel aspect, quelle direction, comment, ça j'en avais vraiment aucune idée. Et donc j'ai vraiment voulu prendre du temps pour juste prendre du recul et essayer aussi de m'éloigner du mindset hyper productiviste, hyper focus sur l'efficacité dans lequel j'étais avant. Ce qui était plus difficile que prévu. Je m'attendais à ce que limite le lendemain ou la semaine après avoir démissionné, j'étais là, ok, je suis complètement déconnecté, alors que pas du tout. Ça n'a pas du tout été le cas. Ça a pris vraiment des mois avant que je parvienne vraiment à sortir, à me dire, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc ça a été un temps hyper utile, plus utile que ce que je pensais. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à voyager, j'ai passé beaucoup de temps à rencontrer plein de monde. Et je me suis rendu compte aussi qu'en fait, toutes les destinations que j'avais choisies pendant cette cette longue période de sabbatique, ça avait été quasi systématiquement au bord de l'eau. Et donc ça, c'est un truc auquel j'y ai repensé après. Et effectivement, avec un peu de recul, je me suis rendu compte que c'était vraiment un élément dans lequel je me sentais toujours bien, dans lequel j'avais toujours envie d'être, soit au bord, soit même dedans, soit même dedans, en faisant du surf ou de la plongée, que j'ai découvert justement un déclic de malade l'année passée pendant mon sabbatique. Et puis du coup, j'ai vraiment essayé de faire des listes et de me dire qu'est-ce que tu as vraiment envie, c'est quoi qui t'attire, indépendamment de toute considération, combien ça pourrait me rapporter, à quel point est-ce que c'est quelque chose de valorisant. Exactement, de valorisant dans la société ou autre. J'ai vraiment essayé de me détacher de tout ça, ce qui était vraiment hyper dur. Et c'est vers ça que je me suis dit, ok, les océans, c'est vraiment incroyable. J'adore ça, c'est un environnement dans lequel je me sens hyper paisible, hyper bien. Le problème, c'est que j'ai fait du droit immobilier, donc comment est-ce que je vais faire pour valoriser ça en essayant de défendre les océans. Je suivais déjà l'association Bloom depuis longtemps sur les réseaux. Ça, c'est vraiment une association, et entre autres Claire Nouvian, que je suivais déjà depuis hyper longtemps. J'étais déjà hyper impressionné par le travail qu'elle et son équipe faisaient. Mais en fait, quand je regardais les gens qui travaillaient là-bas, c'était des data scientists, c'était des biologistes marins, des océanologues, et je suis là, mais à quoi je vais servir, moi? Je suis pas à leur niveau. Je suis absolument pas dans ce niveau-là, je suis absolument pas dans ces compétences-là. Il y a même eu un petit moment dans mon parcours où j'ai commencé à regarder pour des masters complémentaires en océanographie, donc ça a été assez loin. Et là, j'ai vraiment essayé de rencontrer plein de monde, de plein de réseaux, mondes différents, et je me suis quand même assez vite rendu compte que si j'avais envie d'avoir un impact, moi, en tant que Belge,
ça allait être clairement au niveau européen que ça allait se jouer. Par rapport aux océans. Exactement, par rapport aux océans. Donc en fait, une fois que j'ai été capté par cette idée océan, il n'y avait plus rien, enfin il n'y avait plus de retour en arrière possible, c'était impossible. J'ai un moment regardé pour faire de l'immobilier durable ou des trucs comme ça, mais je suis là, non c'est nul, je veux partir vers les océans. Et on en parlera aussi après de pourquoi ce choix et pourquoi les océans sont exact, importants. Tout à fait. Et donc, une fois que je suis reparti vers vers l'aspect européen, là j'ai rencontré des contacts qui travaillent dans les institutions européennes, à la Commission, au Parlement, des conseillers, etc. Et je me suis vraiment rendu compte que c'était là que ça se passait. Et puis, dans la suite de ce cheminement, donc en gardant Bloom dans le coin de ma tête, mais toujours en partant de l'idée que j'allais pas servir à grand chose là-bas, j'ai appris qu'ils ouvraient un bureau à Bruxelles, justement pour asseoir leur présence au niveau des institutions européennes, parce qu'ils ont un bureau à Paris, depuis lequel ils faisaient beaucoup d'allers-retours quand il y avait des gros votes ou des grosses discussions qui se passaient aux institutions à Bruxelles. Ils voulaient asseoir leur position à Bruxelles, donc ouvrir un nouveau bureau à Bruxelles, et c'est là que j'ai postulé, c'est là que j'ai rencontré Claire, et c'est comme ça que j'ai rejoint du coup Bloom dans les bureaux de Bruxelles pour travailler sur les textes européens. Ouais, et justement, c'est ce qui se passe ici à Bruxelles, on s'en rend pas toujours compte. Je crois que c'est un total de, je vais peut-être dire une connerie, 30 000 lobbyistes au total, tout truc confondu. Ouais. C'est un truc de dingue, en fait, ce qui se passe dans cette ville, on s'en rend même pas compte. Le job de lobbyiste, il est souvent associé un peu, négativement ou péjorativement dans la tête des gens. À quoi ça sert et pourquoi est-ce que toi, aujourd'hui, tu penses que être lobbyiste ici à Bruxelles, et en particulier pour les océans, c'est important, quoi? Alors, je crois que c'est tout à fait normal d'avoir une idée un peu péjorative du métier de lobbyiste, parce que effectivement, en majorité, en très très nette majorité, les lobbyistes qui sont présents à Bruxelles, ils défendent des intérêts privés. C'est des gros cabinets de conseil, c'est des structures immenses avec beaucoup de moyens qui défendent beaucoup d'intérêts privés. Donc c'est normal d'avoir cette idée-là, mais il y a aussi des bons lobbyistes, il y en a plein aussi, moins connus, moins financés, moins gros, mais ils sont là aussi. Et pourquoi est-ce que c'est hyper important d'être à Bruxelles et d'être au niveau européen pour les océans? C'est parce que, une raison un peu technique mais très simple, c'est que la préservation des ressources marines, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne. Donc c'est-à-dire que ce n'est que l'Union et pas les États membres qui peuvent légiférer, qui peuvent prendre des mesures pour la protection des ressources marines. Okay. Donc ça, d'un point de vue purement juridique, c'est la raison, mais surtout aussi parce que ça fait beaucoup plus sens, évidemment, de traiter toutes ces questions à un niveau plus global, plus international, plus au niveau régional européen, que de le faire Belgique, Hollande, etc. Ouais, on en reparlera aussi parce que la France, par exemple, où l'Union va avoir beaucoup plus de poids que la Belgique, qui est entre guillemets qu'une petite zone de mer qui lui est attribuée par rapport à son territoire. Ouais. On va encore parler d'un tout petit élément par rapport à toi, parce que je trouve que c'est toujours chouette de partir aussi des personnes en fait, qui se cachent derrière tous ces combats, etc. Est-ce qu'il y a des moments, parce que ça fait quoi, à peu près un an finalement que tu bosses pour eux, peut-être un peu plus? J'ai commencé le 1er novembre. Ok, donc ça va faire un an. Ça va faire un an. Enfin, allez, on est optimiste. Un gros 6-7 mois, ouais. Ouais, c'est ça. Déjà, sur cette période de temps, est-ce qu'il y a des moments vraiment de joie où tu t'es dit allez, c'est cool, on avance, et d'autres où ça a été vraiment dur? Je pense qu'il y en a peut-être un récemment, on en parlera juste après aussi. Est-ce que tu peux déjà nous partager de ça par rapport à ton expérience? Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Bloom, on se divise beaucoup les tâches, donc on ne travaille pas tous sur tous les dossiers. Il y a beaucoup d'aspects qui sont purs français, donc pur droit français et campagne française. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la France a le 2e plus grand territoire maritime au monde, juste après les États-Unis. Donc c'est plus de 10 millions de kilomètres carrés, donc c'est vraiment gigantesque. Genre, est-ce que tu sais en termes de pourcentage que ça représenterait sur la map monde, genre? Je crois que... Ouais, non, ça sera hyper difficile à dire parce que combien de millions de kilomètres? C'est plus de 10 millions. Plus de 10 millions de kilomètres carrés de territoire. En sachant... À l'échelle globale de tous les océans, ça ne représenterait pas tellement parce que je pense qu'il y a plus de 60% d'eau internationale. Ah oui, c'est ça, ok. Mais par contre, à l'échelle des zones sur lesquelles les pays ont effectivement un pouvoir, c'est gigantesque. Parce que du coup, c'est le 2e mondial. Et donc ça, on a souvent un peu un espèce de petit sentiment d'infériorité en tant qu'Européens. On a toujours l'impression qu'en Asie ou aux États-Unis, ils sont plus gros, plus puissants, plus forts que nous. En termes océaniques et de pêche, il ne faut pas oublier que l'Europe est quand même un gros acteur. Donc je le disais, France, 2e territoire maritime au monde, c'est gigantesque.
Il y a toute une série de pays européens aussi qui ont des grosses flottes. Par exemple, le plus grand chalutier pélagique du monde, il est hollandais. C'est la Lenni Silenas, plus de 145 mètres de long. Donc ça, c'est une puissance aussi gigantesque. Et l'Union européenne aussi, c'est le plus grand importateur de produits de la mer. Numéro 1. Okay. Donc c'est aussi un marché qui est gigantesque. Ouais. Et donc là, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Et alors du coup, pour revenir à ta question, de ce qui... Enfin, il y a déjà plein de choses qui sont passées depuis que j'ai commencé à bosser chez Bloom. Peut-être un premier truc, ce qui était quand même pas facile, c'est que je suis arrivé à un moment de quand même grosse bascule en termes d'équilibre politique, puisqu'on s'est retrouvé avec un basculement très sévère vers la droite au niveau après les élections européennes, donc au niveau de la constitution du Parlement européen. Ouais. Ça a très fort basculé vers la droite et vers l'extrême droite, qui sont devenus vraiment beaucoup plus puissants. Et donc ça, c'est un environnement dans lequel nous, on doit évoluer, dans lequel nous, on doit s'adapter aussi. Et donc là, les équilibres, même institutionnels, sont hyper compliqués. Et c'est entre autres à cause de ça qu'on voit toute une série de reculs environnementaux, parce que clairement, c'est pas les partis qui poussent le plus pour la protection de l'environnement, c'est même justement l'inverse, poussent le moins. Donc ça a été une grosse première difficulté pour moi pour rentrer dans le bain. Ça va clairement pas être un mandat évident. Une première chouette victoire, je dirais, et un truc, dans un dossier dans lequel moi j'étais plus impliqué, c'est quand on a interpellé le commissaire Hoekstra. Donc c'est le commissaire européen qui est en charge de l'environnement et de la fiscalité. Et c'est dans le cadre de directive sur la taxation de l'énergie. Donc c'est la directive qui s'occupe de la taxation de tous les produits énergétiques en Europe. Donc typiquement le kérosène des avions, le fuel lourd des bateaux de pêche, des bateaux de transport, juste absolument tous les produits énergétiques, charbon, électricité, etc. Et ce texte est en train d'être révisé pour l'instant. C'est le dernier élément du Green Deal qui manque. C'est le dernier élément qui n'a pas encore été adopté. Et le gros aspect sur lequel nous, on est en train de se focaliser, c'est essayer de supprimer l'exemption fiscale pour justement l'aviation, le transport maritime et la pêche. Donc, en d'autres mots, ça veut dire qu'ils ne payent pas de taxes pour ça, quoi. Exactement. Alors que le train, par exemple, tu le fais, c'est pour ça que le train est plus cher que l'avion. Exactement. Donc pour l'instant, ils sont artificiellement peu chers parce qu'il est interdit au niveau européen de taxer le kérosène des avions, le fuel lourd des bateaux. Et donc non seulement évidemment c'est une aberration environnementale totale puisque ça fait partie des plus gros pollueurs, mais aussi c'est un énorme gouffre financier pour les États membres, alors qu'on sait que la transition écologique va coûter des milliards, on sait qu'on a besoin de plus de fonds, et là les États membres s'assiedent sur 43 milliards d'euros par an, juste pour l'aviation. Donc ça fait 4 millions par heure. Il y avait Transport and Environment, c'est un think tank TNA qui avait calculé que du coup, chaque heure, les États membres perdaient 4 millions d'euros de ne pas taxer juste les avions. Et alors ils avaient calculé... On mettra tous les trucs en description. Oui, c'était entre autres, et ça je trouvais juste dingue aussi pour se donner, parce que tu parlais du train, pour donner une idée de ce qu'on pourrait faire avec cet argent, ils avaient calculé que chaque année, il y avait moyen de financer des rails de train entre Hambourg et Rome. Chaque année, juste avec cette taxe qui n'utilise pas. Et qui n'existe pas pour l'instant. Et qui, pour l'instant, qui est en cours d'adoption. Et donc nous, on voulait interpeller le commissaire Hoekstra, qui est en charge de ce dossier-là, pour qu'il laisse pas tomber le Green Deal, pour qu'il laisse pas tomber les objectifs de décarbonation, de net zéro en 2050. Et donc ça, c'est un truc qui avait hyper bien fonctionné, qu'on avait fait entre autres avec Adèle Charlier, et avec plein d'autres personnes aussi en France, et qui était vraiment remonté jusqu'à lui. Donc ça avait été incroyable, parce que ça faisait des années qu'on essayait d'y arriver. Et donc ça, c'était une super chouette première victoire. On a pu rencontrer son cabinet, etc. Donc maintenant, on va voir ce que ça va donner, parce que le contexte reste très difficile. Mais ça, c'était une super chouette première victoire. Trop bien. Pour la remise en contexte. Ouais, c'est super d'expliquer ça et les liens. Et puis, je trouve ça chouette aussi que tu montres... quand, entre guillemets, on retire un truc ou on impose un truc, tous les co-bénéfices que ça pourrait potentiellement avoir. Donc ça, c'est absolument génial. Bon, parlant peut-être de moments importants, il y a peu de temps, là, il y a eu la conférence des Nations Unies qui s'est passée à Nice, qui était, je pense, un moment quand même assez important dans tout le combat des océans. Je sais que ça va être dur de résumer. Ouais. je te vois me regarder en mode « punaise, comment je vais dire ça en 2 minutes ouais. ?» Mais est-ce que, même peut-être juste personnellement, toi, qu'est-ce que t'en retires? Quels sont un peu les éléments à retenir de ça et peut-être pourquoi même c'est important finalement d'avoir ces moments de discussion ouais.
Alors pourquoi est-ce que c'était important ? Entre autres pour nous, c'est parce que c'est la première fois que cette conférence se tenait en France, donc là c'était à Nice, donc c'était un endroit où on avait beaucoup plus facilement accès. C'était la France, que Bloom connaît aussi beaucoup mieux, donc connaît mieux les systèmes politiques, comment pouvoir essayer de leur mettre la pression, etc. Et globalement, ce qu'on en retire, c'est un bilan vraiment très négatif, malheureusement. Une grosse déception, nos équipes ils travaillent dessus depuis vraiment longtemps. Et là, si on doit retirer un truc, c'est que clairement, là, la France et le gouvernement français a largement pris le parti des lobbies de la pêche. Ça, tout le monde l'a vu. On leur a fait coûter très cher les mensonges et les manipulations parce que clairement, ils ont pris un gros coup politique puisqu'on a mis à jour toutes leurs tentatives de manipulation, de mensonges et autres. Donc il y a eu des mensonges, enfin moi j'ai vu passer vite fait sur les réseaux, mais donc notamment Emmanuel Macron, mais pas que j'imagine, ils ont littéralement menti sur des trucs qu'ils faisaient ou qu'ils ne faisaient pas quoi. Exact, mais donc par exemple, le gros sujet de cette conférence, donc vraiment l'aspect dont tout le monde parlait, c'était l'interdiction du chalutage dans les aires marines protégées. Donc les aires marines protégées, ce sont des zones délimitées dans l'eau, dans lesquelles il n'est censé y avoir aucune activité humaine. Donc ça, c'est un peu la base quand on pense à protéger, c'est à ça qu'on pense. Donc tu dis, tu fais juste rien, tu fous la paix à l'écosystème. Et ça a énormément de bénéfices, non seulement évidemment pour les écosystèmes qui sont dans la zone, mais aussi ce qui est incroyable, c'est qu'on voit que ces écosystèmes, quand on leur fout la paix, ils se régénèrent hyper rapidement. Et les bénéfices en fait, dégouline en dehors de la zone. Donc, même dans les zones où tu peux pêcher, tu retires un bénéfice d'avoir certaines zones qui sont protégées. Ça me fait des frissons que t'en parles. Je fais juste une parenthèse parce que ensemble, on a été voir le dernier film de David Attenborough, Océan, qu'on met ici en description. Allez voir ce film parce qu'ils en parlent dedans. Je trouve que c'est absolument extraordinaire ce qu'ils expliquaient, la manière dont les écosystèmes peuvent se régénérer à une vitesse incroyable. Ouais, et les images sont dingues. Et les images sont dingues. Donc si on les a, on les mettra ici peu dans le montage. Je te laisse continuer. Donc les aires maritimes protégées. Les aires marines protégées, exact. Et donc on se battait pour avoir des aires qui sont réellement protégées parce que pour l'instant, ce que fait la France, c'est qu'elle autorise en fait toute une série d'activités, entre autres la pêche, entre autres le chalutage et entre autres le chalutage de fond. Donc chalutage de fond, c'est le fait de traîner des filets qui sont lestés et donc qui raclent les fonds marins sans faire aucune sélection, qui défoncent tous les écosystèmes, qui perforent aussi dans le sédiment et qui donc font remonter du carbone qui a été stocké. Et donc le chalutage de fond fait aussi remonter et émet aussi des millions de tonnes de CO2 par le fait de racler tous ces sédiments. Et donc ce qu'on demandait, c'était un truc parfaitement logique et parfaitement sensé, c'était d'arrêter de chaluter dans les aires marines protégées. Et donc ça a été vraiment le cœur, et là on est vraiment parvenu à faire monter ça en haut de l'agenda, de dire ça fait partie vraiment des top priorités et on s'attend à ce que la France fasse une annonce forte là-dessus. Macron avait laissé planer qu'il allait faire des grosses annonces sur les aires marines protégées, qu'il allait faire des grosses annonces sur le chalutage. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a annoncé la création de 4% de nouvelles zones interdites au chalutage. Le problème, c'est que les équipes de Bloom, donc pas moi, parce que moi j'étais pas sur place, donc je leur laisse tout le crédit, ont découvert qu'en fait ces 4% c'était des zones qui étaient déjà protégées. Donc ils ne créaient absolument rien de nouveau. Donc ça c'est un mensonge juste... c'est une espèce de bluff, un bluff clé de bras dans... complet, exactement. Mais du coup ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le discours de Macron c'était surtout des gros éléments de com, et que pratiquement tout ce qu'il disait et tout ce que son gouvernement annonçait était en fait juste une coquille vide. Et donc ça, on leur a fait payer très cher, mais le problème c'est qu'ils ont maintenu leur ligne et ils ont même fait pire que ça, ils se sont alliés au lobby pour essayer de nous décrédibiliser. Donc leur ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a rejoint clairement leur clan en nous accusant, nous, de menteurs, et en essayant de nous dénigrer au maximum, alors que, évidemment, tout ce qu'on fait est parfaitement prouvable et vérifiable. Donc ça a été difficile aussi à gérer, et c'était d'autant plus la honte pour la France qui accueillait le sommet, de voir que toutes les annonces qu'elle faisait étaient juste complètement vides d'éléments concrets, alors que d'autres pays, comme par exemple le Royaume-Uni, prenaient vraiment des vraies mesures, des mesures courageuses pour protéger ces aires marines. Okay. Donc ça a été plutôt négatif, je dirais, comme sentiment, mais on les attaque en justice.
Parfait. Voilà. Non, On peut clairement pas laisser passer ça. Vous avez bien raison et on mettra en description évidemment peut-être un lien vers un rapport plus complet ou quelque chose que tu nous recommanderas. Ce serait cool pour les personnes qui voudraient plonger un peu plus dans le sujet et ce qui en est ressorti de cette conférence. Au-delà du chalutage, on dit du chalutage, du chalutage. Qui m'a moi aussi vraiment marqué dans ce film Ocean dont on parlait et que à nouveau je recommande. Est-ce qu'il y a d'autres gros enjeux? Enfin, globalement, les océans, j'ai cru comprendre un jour que c'était responsable pour énormément de l'oxygène qu'on respire. En fait, c'est vraiment un enjeu, j'ai l'impression qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. On en reparlera juste un peu après aussi sur la thématique des narratifs et tout. Mais enfin, c'est quoi les gros enjeux des océans aujourd'hui? Alors, en gros, de nouveau. En gros, pas facile parce qu'il y a beaucoup d'éléments. En très gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les océans ont toute une série de fonctions qui sont juste absolument vitales à la vie sur Terre. Donc déjà, la vie sur Terre vient des océans. Toute première vie est d'abord apparue dans les océans, ça c'est un premier élément. Pour aujourd'hui, l'océan a donc toute une série de fonctions. C'est un des plus gros puits de carbone. Donc ils absorbent plus de 30% des émissions de carbone, ce qui est gigantesque. Et d'ailleurs, ça c'est des chiffres qui sont revus à la hausse, donc qui avaient été sous-estimés. Il y a de nouvelles études qui montrent que c'est plus que ce qu'on pensait. Il y a aussi tout l'aspect absorption de la chaleur. Donc là, c'est plus de 90% des excédents de chaleur qui sont absorbés par les océans. Et alors, il y a des scientifiques qui ont calculé, ça c'est vraiment une image complètement dingue, ils ont calculé que depuis l'accord de Paris, donc il y a 10 ans, l'océan a absorbé en termes d'énergie l'équivalent de 5 bombes atomiques par seconde. Donc c'est en zétajoules, si je me souviens bien. Donc c'est des quantités d'énergie qui sont juste astronomiques. Et donc c'est grâce à cette absorption qui ne fait pas juste complètement suffocant sur la planète. Donc plus de 90% de nos excédents de chaleur qui sont absorbés par les océans. Ils produisent aussi de l'oxygène. Ils sont une source de nourriture et d'apport nutritionnel pour une grande partie de la population mondiale. Et en fait, ce sont les océans qui régulent le climat planétaire. Donc ça ne fait aucun sens de parler de climat sans parler d'océan. Et donc c'était, pour revenir juste au cheminement que j'avais fait, puisque je savais que je voulais me diriger vers quelque chose plus axé sur la protection de l'environnement, mais pas trop dans quelle direction. Quand je me suis rendu compte du rôle absolument central que jouaient les océans dans le cadre du dérèglement planétaire, je savais que c'était dans ces directions-là que je voulais aller. Et pour être honnête avec toi, je pense qu'en te rencontrant, mais aussi après le film que j'ai été voir là, Océan, c'est pas que j'ai remis en question mon taf, parce que je sais que mon taf est essentiel aussi, la thématique, mais ça m'a fait bien douter. Je me suis dit, est-ce que je ne dédiquerai pas genre 100% de mon temps maintenant en termes d'ordre de grandeur, ouais, vraiment, je me suis dit, ouais, genre, vraiment, il y a tellement à faire. Mais, et c'est là où mon job va être intéressant, en tout cas, je l'espère, c'est que, comme tu sais, ici, sur Autrement, on parle beaucoup de la thématique des récits, des imaginaires, et Dieu sait qu'il y a du travail à faire. Hein. On a eu l'occasion d'inviter Jeanne sur la thématique des films et des imaginaires liés aux requins, par exemple. Donc comment c'était représenté dans les films. Moi, j'ai l'impression que quand je parle d'océan ici, pour la plupart des gens, alors il y a 3 trucs dont j'aimerais parler qui sont vraiment marrants, je trouve, et je fais encore un lien avec le film. Mais la première chose, c'est qu'on a l'impression que c'est vide, les océans. Et en réalité, c'est pas le cas, donc ça c'est trop marrant. On a l'impression que c'est une espèce de grande masse de flotte où il y a un poisson tous les kilomètres tu vois, qui passe comme ça. Ça c'est le premier truc. Le deuxième, c'est la peur liée au fond marin. C'est sombre, alors qu'en fait, je crois qu'on découvre des centaines, voire des milliers d'espèces chaque année, ou peut-être même chaque jour. Et en plus de ça, la peur effectivement liée aux requins et à toute une série d'animaux qui en fait sont absolument, voire pas du tout nocifs ou très peu nocifs pour les humains, là où nous on les défonce par milliers à la minute, quoi. Donc c'est un peu ces 3 éléments là. Je voulais un peu savoir toi autour de tous ces trucs là, et je pense que ça ferait un parfait lien aussi avec Ocean Voice, que c'est un projet que tu as fondé aussi en Belgique, qui essaie de rapprocher les citoyens et citoyennes belges des océans. Voilà, je te balance la balle du narratif, du truc. Peut-être sur l'aspect effectivement peur des océans, ça je comprends tout à fait que ça puisse être hyper anxiogène, puisque c'est logique, c'est un élément dans lequel on n'est pas du tout adapté. Donc ça je comprends tout à fait que ça puisse faire peur. Quand tu disais que c'est hyper profond, effectivement c'est hyper profond, et je pense que souvent on se rend pas compte. La profondeur moyenne des océans c'est 3800 mètres. Donc ça c'est la moyenne. Donc on peut comprendre que quand on est sur une petite barque et qu'on se dit qu'il peut y avoir des milliers de mètres de profondeur en dessous, ça puisse être hyper flippant. L'océan n'est absolument pas vide, loin de là.
Et là où je te rejoins aussi parfaitement, c'est sur le manque de connaissances. On connaît mieux la surface de la Lune que la surface que le fond des océans. Donc il y a aussi un boulot de recherche et d'intérêt qui est encore hyper lacunaire. Donc ça, c'est un autre élément qui contribue probablement aussi à moins bien connaître. Et alors, pour remettre aussi en perspective par rapport aux requins, on tue en moyenne 100 millions de requins par an. Nous, les humains. 100 millions par an. Oui, 100 millions par an. Tu sais ce que ça fait en échelle plus courte, parce que tu parlais l'autre fois de minutes. En heures, oui, il faudrait calculer. Bon, je ferai la calculette. On pourrait mettre là. Alors qu'on est entre 3 et 5 attaques de requins sur les hommes par an, quoi. Donc ça, c'est pour remettre un peu en perspective. Depuis le début, c'est vrai qu'on parle beaucoup de sensibilisation, et on parle aussi de ces récits qu'il y a autour, donc un peu la mauvaise compréhension finalement qu'il y a autour des océans. C'est un peu ce que tu essayes de faire, j'imagine, avec Ocean Voice, que je t'ai un peu lancé tout à l'heure, mais je sais pas si tu as vraiment répondu. Non. Ouais, donc ça c'est une initiative que j'ai lancée, qui est vraiment complètement indépendante de Bloom. Donc ça, c'est un truc vraiment complètement perso. Et en fait, c'est sorti de justement cette période sabbatique dont on a parlé tout à l'heure, où j'ai appris tellement de trucs, où j'ai rencontré tellement de personnes complètement dingues, que je m'étais dit, et surtout c'est des enjeux tellement incroyable et qui nous concerne toutes et tous, que je pouvais pas garder ça pour moi, et donc j'avais envie de faire un truc perso pour justement aider à sensibiliser, ou en tout cas que les gens aient à minima conscience de ce qui se joue. Et surtout qu'en plus je trouvais que ça faisait sens de le faire au niveau bruxellois, parce que comme on en a parlé, il y a plein de discussions fondamentale par rapport aux océans, à notre avenir, au climat, qui se passe ici, à quelques rues de chez nous, dans les institutions européennes, et dont souvent on n'a juste absolument pas conscience. Et donc je trouvais que c'était aussi assez complémentaire avec le boulot que je fais chez Bloom, parce que au niveau de Bloom, c'est vraiment un objectif d'influence des politiques européens, donc de tenter qu'ils fassent moins de la merde avec les océans et qu'ils prennent des mesures plus protectrices. Donc ça, c'est vraiment un niveau réglementaire, politique. Mais pour que ça marche, et entre autres, c'est ça qui fait la force de Bloom, c'est qu'on est suivi par des gens. On est suivi par une communauté hyper active, hyper réactive, qui nous suit, qui nous soutient hyper fort. Mais pour ça, il faut que ces gens ils soient sensibilisés à ces questions-là. Et là-dessus, la fanbase de Bloom, elle est beaucoup en France, aussi en Belgique, mais quand même dans une moindre mesure. Ouais. Et donc ça, j'avais envie, à ma petite échelle, d'essayer aussi de faire un peu remonter ce niveau de conscience en Belgique, et surtout de se rendre compte que ça concerne tout le monde, quoi. Donc évidemment, les océans nous fournissent toute une série de fonctions juste vitales pour nous, mais aussi au niveau européen, ce qui se passe, c'est que c'est un truc avec notre thune. Et ça, c'est aussi c'est une accroche qu'on oublie souvent, et c'est peut-être quelque chose qui permet un peu mieux aux gens de se dire ah tiens, en fait ça me concerne. Faut pas oublier que c'est avec notre argent qu'on finance des techniques de pêche complètement destructrices, c'est avec notre argent qu'on finance des bateaux qui polluent, qui utilisent des centaines de millions de litres de gasoil. C'est nous qui payons ça. Donc on paye deux fois, on paye leur gasoil, leur financement, plus on va payer la facture après de tous les dégâts, de toutes les adaptations, de tout ce qu'on va devoir faire pour s'adapter aux dégâts qu'ils ont fait. Et donc c'est pour ça que j'avais envie d'essayer, à mon échelle, de partager tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais découvert pendant cette période de sabbatique. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu lancer Ocean Voice Bruxelles, dont il y a eu déjà 2 éditions. Et ça a été une réussite. Et j'espère que ça a été une réussite. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment beaucoup plus d'essayer d'opérer une espèce de switch culturel, et surtout de voir que... Enfin, d'essayer de faire comprendre aux gens que non seulement ça les concerne, mais aussi que c'est pas chiant. Parce qu'il y a eu vraiment un revers et qui donne l'impression, avec tout ce narratif d'écologie punitive, que l'écologie est là pour nous casser les pieds. L'écologie est là pour nous interdire de faire des trucs. L'écologie est là pour nous restreindre dans notre liberté, dans ce qu'on a envie de faire, alors que c'est exactement l'inverse. Donc ça, c'est un discours qui a beaucoup pris, parce qu'il est simpliste, parce qu'il passe bien sur les plateaux télé, à la radio, etc. Mais c'est exactement l'inverse. Et là-dessus, il y avait Marine Tondelier, qui est la secrétaire générale des Verts en France, qui avait eu une formule que j'avais beaucoup aimée. On lui avait posé la question, tiens, petite réaction, là il y a eu de nouveau un vote retour sur des protections environnementales en France, je sais plus laquelle exactement parce qu'il y en a eu beaucoup. Donc elle a dit voilà, donc les écologistes ont perdu là sur ce vote. Et elle avait rappelé, je vous rappelle juste que si les écologistes perdent, c'est pas juste le groupe, tout le monde perd.
si les écologistes perdent. Donc c'est pas une question d'un groupe politique qui n'est pas parvenu à faire passer une mesure, c'est pour l'ensemble de la population. C'est le bien commun, quoi. Exactement, si des mesures environnementales ne passent pas, c'est pour l'ensemble de la population que c'est préjudiciable. Et donc ça c'est vraiment ce que j'essaie de faire avec Ocean Voice, c'est d'essayer de lier ça avec quelque chose d'un peu plus cool, d'un peu plus sympa, de se retrouver aussi, ça c'était hyper important pour moi. Ouais, c'est un moment convivial où il me semble aussi que tu essaies de créer de l'émerveillement par l'art, la culture, des choses comme ça. Non? Exactement, ça c'est hyper important pour moi d'être en vrai. Déjà, j'avais pas envie de faire des trucs en ligne, on est déjà bombardé de trucs en ligne, pour moi on est déjà saturé. Là j'avais vraiment envie de faire quelque chose où on se retrouve, où on échange, où on connecte, et donc c'est pour ça que ce sont des événements, Ocean Voice, et de chaque fois lié exactement comme tu l'as dit à un aspect culturel, à un aspect artistique pour générer de l'émerveillement et pour aussi attirer des gens qui ne seraient pas particulièrement attirés par des questions purement environnementales, ce que je comprends tout à fait. Tout le monde ne peut pas être à fond dans tous les sujets, tout le monde, les gens ont d'autres choses à faire que de se renseigner hyper fort sur les océans, sur l'environnement, ça peut être hyper complexe, voire même hyper anxiogène. Il y a des gens aussi qui le font pour se protéger eux-mêmes de toutes ces informations qui peut un peu les acculer ou leur faire peur, ce que je comprends tout à fait. Et donc ça, c'est un peu l'objectif, c'est d'essayer à mon échelle, de changer ça, de montrer que c'est hyper positif, de montrer que les changements qu'on porte, c'est pour un mieux, promis. C'est vraiment beaucoup mieux comme aspect que d'avoir de la pollution dans tous les sens, qu'il fasse beaucoup trop chaud, qu'on bouffe de la merde, qu'on nous intoxique et qu'on paye en plus pour ça. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. C'est trop bien. Moi, j'adore cette initiative et je serai en tout cas présent à la prochaine. Cool. Je suis vraiment partisan de cette initiative et bon, voilà, on l'a dit tout à l'heure, le fait est que je trouve qu'on est vraiment aussi d'un point de vue géographique finalement loin des océans, donc c'est aussi ramener tout ça aux citoyens et citoyennes belges, donc ça je suis trop content. Je sais, et je pense que toi aussi tu es sûrement confronté à ça, les gens ont souvent envie de concret et puis la grande question de est-ce qu'on peut continuer à manger du poisson ou pas. Moi je me rappelle que la première fois que je t'ai rencontré, j'ai enfin compris une chose qui à mon sens est essentielle, c'est la différence entre la pêche et la pêche industrielle. Donc j'aimerais très brièvement, pour clôturer cette interview, avoir ton avis là-dessus sur des actions concrètes et finalement un peu, et cette grande question, est-ce que les gens peuvent continuer à manger du poisson, bien que c'est probablement une des nourritures les plus polluées du monde, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc voilà, ils feront leur choix après, mais tu vois un peu la nuance entre les deux, quoi. Exact. Effectivement, ce qui est hyper chaud à comprendre, ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est que dire pêche en général, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'il y a tellement de différents secteurs, segments, sous-catégories, types de pêche, types d'engins, que parler de la pêche en général, c'est vraiment juste noyer toutes les différences qu'il existe entre les différents secteurs et elles ont un impact qui est hyper différent. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, à l'échelle de l'Union européenne, la petite pêche côtière, c'est plus de 70%. Donc, nette majorité. La pêche industrielle est minoritaire. Et pourtant, c'est eux qui font le plus de dégâts, c'est eux qui prennent le plus de subventions publiques et c'est eux qui sont le plus soutenus par les autorités. Donc ça ne fait absolument aucun sens. Et en plus, ils sont déficitaires. Donc la pêche industrielle ne fait pas d'argent. La pêche industrielle perd de l'argent et n'est maintenue artificiellement en vie que grâce aux subventions publiques. Donc ça, c'est déjà un premier truc qu'il faut bien garder en tête. Et c'est notre thune à nous, ça, toujours. Notre thune à nous. N'importe quoi. Et donc, effectivement, nous, chez Bloom, on n'est absolument pas contre la pêche en général. Pas du tout. D'ailleurs, sur notre signature, c'est Bloom contre la destruction de l'océan, du climat et des pêcheurs artisans. Donc nous, on se bat pour soutenir justement cette pêche artisanale. C'est le futur de la pêche. Il n'y a juste pas d'autres questions possibles. Les méga chalutiers de 150 mètres de long qui traînent des filets de plusieurs kilomètres et qui raclent le tout sur leur passage, c'est insoutenable. Tous les spécialistes du monde le disent depuis 50 ans. Donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ok, la réponse elle est claire. Voilà, si on a envie de continuer à manger du poisson, ce qui est tout à fait possible de faire, et c'est pas du tout un truc pour lequel je suis contre, déjà il faut diminuer la quantité, ça c'est sûr, on mange juste trop de poissons. Donc je l'ai dit, l'Union Européenne c'est le premier importateur mondial de produits de la mer, on bouffe trop de poissons, on est au-dessus de la moyenne. La moyenne mondiale c'est un peu plus de 20 kilos par personne par an, et on est largement au-dessus, avec des grosses différences aussi entre les pays européens, il y en a qui mangent beaucoup plus de poissons que d'autres.
Premier élément aussi, c'est que c'est pas spécialement bon pour votre santé que de manger trop de poissons, en particulier les gros poissons. Donc typiquement le thon, ça c'est un des poissons les plus consommés en Europe. Le thon est bourré de métaux lourds, en particulier du mercure, qui est top 10 des substances les plus dangereuses classées par l'OMS. Donc on rigole pas avec le mercure. Et donc en manger en trop grande quantité, c'est vraiment toxique pour l'humain. Donc ça c'est une première chose. Et si on veut essayer d'en manger correctement, le mieux évidemment c'est d'essayer de privilégier la petite pêche côtière, d'essayer de privilégier le local et d'essayer de privilégier les techniques de pêche les moins destructrices. Normalement d'ailleurs c'est marqué sur l'emballage. Normalement les supermarchés sont obligés d'indiquer quelle méthode de pêche a été utilisée pour pêcher votre poisson. À nouveau, je comprends que tout le monde n'ait pas envie de regarder, surtout que parfois ça peut être un peu technique, mais en tout cas, tout ce qui est, s'il y a un truc à retenir là-dessus, c'est tout ce qui est chalutage, c'est à éviter. Okay. Ça c'est voilà. Et essayer de diminuer. Il y a plein d'autres alternatives pour des oméga et pour des protéines. Et puis surtout suivre Ocean Voice et tous les autres sur les réseaux, parce que c'est même comme ça que toi finalement tu as commencé. Et d'ailleurs c'est le cas à moi aussi. Ouais. J'ai suivi d'abord des pages, j'ai été inspiré par ces personnes et puis j'ai décidé de passer à l'action. Ouais. Et c'est une force de ouf les réseaux sociaux. Faut clairement pas les sous-estimer. On est déjà parvenu à faire des trucs de dingue, à faire plier des gouvernements juste avec la pression populaire sur les réseaux sociaux. Donc à ne pas sous-estimer non plus si on a envie de faire quelque chose. Taguer, repost, liker, ça a un impact de dingue, vraiment. Okay. C'est bien de le rappeler parce que ces trucs de commentaires, on dit toujours on a l'impression que ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Pas du tout. Ça a parfois fait changer des politiques d'avis. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions de personnes qui voyaient ce qu'ils étaient en train de faire en Soum Soum en espérant que personne ne le voit. On les a exposés et ils se sont rendus compte que beaucoup de personnes voyaient les manigances qu'ils étaient en train de faire. Et donc ça marche vraiment et on a beaucoup plus de poids quand on arrive chez quelqu'un en disant regardez le nombre de personnes qui vous ont interpellé, faites pas de la merde maintenant. Donc ça marche, il faut vraiment pas hésiter à le faire. Un beau rappel pour nos auditeurs, trop bien. Dernière question pour toi, et si tu me dis Claire Nouvian, tu as intérêt à me donner son numéro. Tu sais qu'ici on finit généralement les entretiens, les interviews par une question qui est qui est-ce que tu as envie de voir dans ce beau siège dans lequel tu es maintenant assis? Alors je vais quand même dire Claire Nouvian. Et au-delà de te donner son numéro, il faudra déjà juste trouver un moment dans son agenda de ministre pour qu'elle y arrive, mais j'aimerais beaucoup l'avoir ici. Qui d'autre en vrai? Bon, à nouveau aussi très difficile, mais François Sarano, ça serait extrêmement stylé. Je sais pas si tu connais. Non. Ça c'est l'ancien directeur scientifique du commandant Cousteau. Et c'est un gars qui a écrit un livre, enfin plein d'autres livres, et entre autres Au nom des requins. Ça c'est un des livres qui m'a le plus bouleversé pendant mon sabbatique. Il a aussi fait un podcast sur les baladeurs qui est vraiment juste ouf. Ça si vous avez envie d'un peu voyager, vraiment dingue. Sinon, bah, évidemment, tu as les classiques Camille Etienne et autres qui sont aussi hyper investis dans Deep Sea Mining et plein d'autres causes. Et sinon aussi, tu as aussi, par exemple, celle qui travaille chez Systemic, que j'ai accueillie du coup à la dernière édition d'Ocean Voice, Esther et Salomé, qui font un boulot de dingue et qui travaillent justement sur un truc qui concerne encore plus plein de monde, parce qu'elle travaille sur le saumon. Et donc ça, c'est quelque chose que tout le monde a déjà mangé, et pourtant les impacts sont juste hallucinants, non seulement sur l'environnement, mais aussi sur notre santé et sur nos finances. Donc ça, si tu sais les avoir aussi pour parler d'un truc qui va d'office parler à tout le monde, parce que tout le monde a déjà bouffé des pâtes au saumon et des sandwichs au saumon, pour le voir un peu autrement, ça pourrait être une hyper cool piste aussi. Trop bien. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir, merci à toi, c'était hyper cool. Eh ben, j'ai adoré ce moment et on se revoit bientôt pour Ocean Voice, en tout cas. À fond. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, qui nous écoutez ou qui nous regardez encore et d'être encore là après cette longue interview, mais passionnante en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi, ça nous aide énormément. On l'a rappelé tout à l'heure avec Raphaël. Merci aussi à toute l'équipe, toutes les personnes qui sont derrière ces caméras que vous ne voyez pas toujours, mais qui sont là et qui sont essentielles au travail du média et de la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très vite.